instant d'abord sur ce qu'a dit Manuel Valls, guerre de civilisation ou pas face au djihadisme, et puis sur ce que l'on peut envisager comme mesure afin d'éviter un nouvel attentat. Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Jacques Neria, bonsoir. Bonsoir. Expert pour les affaires militaires et sécuritaires au Moyen-Orient. Bonsoir à vous, Ephraim Herrera. Vous avez écrit ce livre justement sur le djihad, de la théorie à la pratique. Et puis on est en ligne avec Frédéric Ancel, qui est géopoliticien, auteur de Géopolitique du printemps arabe. Bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. Je voudrais d'ailleurs un premier mot avec vous sur ce mot qui fait parler aujourd'hui, guerre de civilisation, cette expression en tout cas utilisée par Manuel Valls. Vous êtes d'accord ou pas, Frédéric Ancel? Oui, bien sûr, sachant que Manuel Valls est trop intelligent pour employer cette expression à la manière dont Huntington, en 1993, avait employé l'expression qu'on connaît bien, le choc des civilisations. Il ne s'agit pas de deux civilisations l'une contre l'autre, il s'agit de la civilisation d'un côté et de la barbarie de l'autre. Donc de ce point de vue-là, oui, et c'est d'ailleurs encore une fois Manuel Valls qui a eu les mots les plus forts, qui a désigné le plus courageusement l'ennemi. L'ennemi, c'est effectivement l'islamisme radical. Il avait dit d'ailleurs après le massacre de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher en janvier, il avait dit au cœur de la République, donc dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il avait cité l'islamisme radical et le djihadisme, qui est l'une des formes de l'islamisme radical. Donc oui, bien sûr, et je pense qu'il a raison d'employer des termes forts de façon à ce qu'on prenne tous bien conscience de la menace. Et surtout, je pense qu'il l'a dit face à ces intellectuels ou ces pseudo-intellectuels complaisants, munichois, écœurants, je n'hésite pas à employer le terme, qui se répandent en méconnaissance totale de ce qu'est l'islamisme radical et qui tentent de nous faire croire que cette barbarie est liée, alors soit l'absence de solution au problème palestinien, soit au capitalisme, soit à telle ou telle politique menée par la France au Mali. Tout ça, ce sont des balivernes. Nous avons réellement en face, effectivement, en face de nous, en face de la civilisation, une véritable barbarie. Alors, vous restez avec nous, Frédéric Ancel. Ephraim Herrera, votre sentiment là-dessus, justement, parce qu'on a du mal à comprendre, finalement, comment fonctionnent ces terroristes qui sortent parfois de nulle part, comme celui de Saint-Quentin Falavier. La première chose, pour répondre aussi à la question de Frédéric Ancel, à laquelle a répondu Frédéric Ancel, eux ont déclaré la guerre. Ils l'ont déclaré, cette guerre contre l'Occident. Donc, il n'y a pas de question, on est effectivement en guerre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec ce qu'on appelle les loups solitaires, le grand penseur, l'intellectuel de l'État islamique, qui s'appelle Abu Musab al-Souri, a développé une théorie qui dit Al-Qaïda était trop centralisé. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est pour pouvoir activer les jeunes musulmans dans les pays d'Occident pour mener cette guerre, c'est de le faire de manière décentralisée, sans qu'ils aient besoin d'adhérer à une organisation hiérarchique, secrète, en petits groupes ou individuellement, ils vont commettre des actes terroristes qui vont semer la terreur, turhibuna, semer la terreur dans le cœur des Occidentaux. Donc ça, c'est une politique qui est menée, centralisée au niveau conceptuel et décentralisée au niveau de l'action. Et c'est pour ça qu'on la voit dans 3 endroits différents, en France, et puis après en Tunisie, contre les touristes, parce que le terroriste qui est arrivé là-bas, il a dit aux musulmans tunisiens qui étaient là-bas de s'éloigner. Et à ce moment-là, il a tiré sur les touristes pour faire peur aux touristes et pour justement que la Tunisie, qui est le symbole de la réussite du printemps arabe, se retrouve exactement dans la même situation que les autres pays et donc limiter l'Occident et limiter aussi les conceptions tunisiennes qui vont contre le principe de l'État islamique qui est de la domination politique et juridique du monde dans son ensemble par les musulmans. D'accord, ça c'est le point important. Et aussi au Koweït, où ils ont attaqué contre les chiites. Alors Jacques Neria, il y a une question qui se pose maintenant, parce qu'on voit bien que les surveillances opérées contre ces individus ne durent pas longtemps, pas assez longtemps pour prévoir le passage à l'acte. Est-ce qu'il y a un moyen, selon vous? Alors, la prévention, la meilleure prévention, ce sont les renseignements. Les renseignements, il faut développer cette arme. Il faut la développer. Il faut que les renseignements soient partagés entre les différents pays. Il faut qu'il y ait une coopération réelle. Il faut faire un suivi. Maintenant, il faut savoir que dans une population donnée, il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont obligés d'être sur place. On ne peut pas avoir 125 000 sympathisants en France avec un nucléus qui est très minime, qui puisse les suivre. La preuve, ce djihadiste avait été suivi, on savait qu'il avait été radicalisé, mais en 2008, pour une raison qu'on ne connaît pas, on l'a tout simplement laissé tomber. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut continuer sur le suivi. Je pense que la loi sur les renseignements qui a été votée dernièrement en France va aider
va aider dans ce sens-là. Le plus de renseignements partagés entre les grands services, on arrivera plus ou moins non pas à enrayer ou mais à contenir, la menace et surtout à prévoir des attaques et comment les arrêter à temps. Ouais. Frédéric Ancel, quand aujourd'hui on entend dans l'opposition certains réclamer la fermeture immédiate de mosquées salafistes qu'on est censé connaître, ou bien l'expulsion de ceux qui seraient des étrangers mais qui prôneraient justement le djihad, est-ce que vous pensez que le gouvernement peut appliquer de telles mesures aujourd'hui? Alors là, vous posez une vraie question, plus que juridique, une question pratiquement philosophique. De deux choses l'une. Soit nous décidons de demeurer dans un cadre démocratique et il faut absolument faire très attention à ce qu'on fait et ne pas ressembler ou commencer à ressembler à ceux que nous combattons, soit on décide que finalement toutes les armes sont bonnes et là on se met à faire tout et n'importe quoi. Je pense qu'une démocratie en guerre, car c'est vrai ce qu'a dit M. Herrera tout à l'heure, nous sommes en guerre parce que ces gens-là nous l'ont déclaré. Simplement ce que je disais, je le dis d'un mot, entre parenthèses, ces gens-là, les barbares islamistes radicaux, ont déclaré aussi la guerre aux musulmans, aux koufars, donc aux renégats, donc pas seulement à l'Occident. C'est pour ça qu'on est sur une guerre multiple en quelque sorte, mais pas d'islam contre l'Occident. C'est ça que je voulais dire. Donc je crois que nous avons tous les moyens législatifs, les moyens de sécuritaires, militaires, politiques, en France notamment. Dans d'autres pays d'Europe, c'est plus compliqué, mais en France, pour lutter avec des armes nouvelles, efficaces, encadrées, décidées par le législateur, pour lutter donc contre cette nouvelle forme de terrorisme. Je pense qu'il faut se saisir de ces armes et l'une d'elles, c'est effectivement d'abord la surveillance accrue, je suis tout à fait d'accord là aussi avec ce qui vient d'être dit, et d'autre part, c'est effectivement la possibilité d'expulser des gens à condition, bien évidemment, de ne pas en faire des apatrides. En droit international, on n'a pas le droit de créer des apatrides. Donc il faut que, si des gens ont la double nationalité et qu'ils sont effectivement convaincus par la justice d'avoir prôné la haine au point de susciter des attentats et a fortiori d'en susciter eux-mêmes, bien évidemment, je pense qu'il faut à la fois prévoir des peines, enfin des sanctions d'emprisonnement, mais également d'expulsion. Merci Frédéric Ancel d'avoir été avec nous. On va remontrer votre livre à l'écran. Ça s'appelle Géopolitique du printemps arabe. Merci d'avoir été en direct avec nous, Ephraim Herrera, là-dessus. Est-ce que vous pensez que la manière de lutter, justement, n'a pas assez encore été forte de la part du gouvernement? On est très loin d'une manière de lutter efficace. Par exemple, aujourd'hui, le programme de cet État islamique est de faire arriver en Europe entre 500 000 et 1 million de migrants. Ils sont de connivence avec la mafia et ils font arriver ces bateaux en faisant payer. Donc c'est des revenus en milliards de dollars pour eux et ils essayent d'envahir l'Europe et d'infiltrer aussi des terroristes. Aujourd'hui, vous avez des 1000 zones de non-droit en France où la police, les services sociaux, les médecins ne rentrent pas la nuit et qui sont dominés par ces mouvances islamistes. Et donc, on ne fait pas le travail de base qui peut être fait, et je suis d'accord entièrement avec Frédéric Ancel, avec les moyens et les lois de la République, sans sortir du cadre des lois de la République. Mais par exemple, on peut surveiller les mosquées, voir ce qui s'y dit. Et si on nous dit qu'on fait une action qui est non démocratique, qu'on le fasse aussi dans les églises et dans les synagogues, on n'est pas inquiet. D'aucune église et d'aucune synagogue ne sont sortis de terroristes. Et à ce moment-là, on pourra surveiller et vérifier si c'est salafiste, parce que toute la mouvance salafiste a pour objectif la domination politique et juridique du monde par l'islam. Et de la même manière, les frères musulmans ont le même objectif, mais ils le font par ce qu'ils appellent la dawa, par l'appel, et donc par le bas, par des moyens en travaillant le social. Donc on va se retrouver exactement avec le même phénomène, parce que vous avez le glissement des gens, des frères musulmans, vers les tendances salafistes. Ensuite, vous avez ce tireur avec les meilleurs renseignements du monde. Vous n'arriverez pas à empêcher quelqu'un de prendre une hache et d'aller décapiter quelqu'un. C'est impensable, c'est impossible. Donc, si on n'attaque pas le problème à sa source, en interdisant les imams qui enseignent le djihad, en se référant par exemple au rapport Aubin sur l'éducation, vous avez des endroits où les musulmans interdisent aux catholiques de rentrer dans les toilettes parce qu'ils sont incirconcis, ou bien il y a des tomates qui sont uniquement pour les musulmans. C'est un rapport du ministère de l'Éducation. Et ces choses-là ne sont pas faites. Donc il y a ici les moyens de la République à appliquer de manière stricte et démocratique, bien évidemment. Alors je reprends la phrase qui a été dite ici, il faut attaquer à la source. Et où est la source? La source est en Arabie Saoudite, la source est au Qatar, la source est là-bas. C'est le financement. Il faut tout simplement contrôler le chemin de l'argent. Sans argent, toutes ces mosquées-là ne pourront pas survivre.
on peut dire ce qu'on veut, on peut mettre des gens qui vont surveiller. Il faut tout simplement mettre la main sur l'argent. Une fois que cela est fait, les choses vont changer. On le voit déjà aujourd'hui au Koweït. Le Koweït a publié toutes les sociétés caritatives qui envoient de l'argent aux djihadistes. Et à partir d'aujourd'hui, ça va s'arrêter. On a vu dans un D'ailleurs, Sisi, aujourd'hui, a interdit les livres de Ibn Taymiyyah, de Youssouf el-Qaradawi et de beaucoup d'autres, et il les a fait enlever de toutes les mosquées avec surveillance. Donc ce sont des actions qui sont aujourd'hui appliquées en Égypte, qui peuvent très bien être appliquées en France. On peut acheter aujourd'hui les livres d'Al-Qaradawi à la FNAC. Oui, mais comment traiter la source, l'Arabie Saoudite, quand l'Arabie Saoudite maintenant vient de signer des accords de 12 milliards Voilà, donc on a un problème. Alors il va falloir choisir. Et le Qatar aussi fait la même chose, 24 avions Rafale, tout cela, l'argent est là. Abdel Wahab aussi a été interdit. Donc, merci Ephraim Herrera, merci à vous.